Sur la côte atlantique du Sénégal, là où la mer avale les ruines des forts coloniaux et où le vent transporte encore des murmures de chênes, un dossier poussiéreux repose dans les archives d'une préfecture oubliée. Il date de novembre 1911 et porte un sceau officiel presque effacé, celui de la colonie de Saint-Louis. Le document relate un fait que nul historien n'a jamais su expliquer. Un homme nommé Ibrahima Khan, ancien travailleur asservi dans une compagnie d'arachides française, devint en moins d'un an propriétaire légal de cette même entreprise après la mort inexpliquée de son directeur, un certain capitaine Auguste Duval. Les registres confirment ensuite un événement encore plus incroyable. 42 jours après l'enterrement du capitaine, Ibrahima épousa sa veuve, Madame Élise Duval, fille d'un négociant bordelais. Le fonctionnaire qui valida l'acte de mariage aurait griffonné dans la marge « Que Dieu pardonne à ceux qui défient les lois des hommes ». Ce mariage scandaleux se croit tout Saint-Louis, non seulement parce qu'il unissait une femme blanche à un homme noir dans une colonie où la ségrégation dictait chaque souffle, mais aussi parce qu'il semblait cacher un secret plus sombre. Au fil des mois, 5 personnes liées à la compagnie moururent dans des circonstances troublantes. Le comptable, retrouvé noyé dans le fleuve, le contremaître, frappé par la foudre un soir sans orage, un prêtre missionnaire tombé d'un clocher, et 2 agents commerciaux empoisonnés par du vin suspect. Ibrahima, désormais connu sous le nom d'Ibrahima Khan Duval, demeurait imperturbable, poli et redoutablement efficace. En quelques semaines, il transforma la petite exploitation en empire commercial, reliant Saint-Louis à Marseille. Ses manières, son français impeccable, sa connaissance du commerce maritime fascinaient les Européens tout en les terrifiant. Qui était vraiment cet homme ? Né en 1876 dans un village wolof de l'intérieur, fils d'un pêcheur disparu en mer et d'une femme capturée par les tirailleurs, il avait grandi dans les entrepôts de la Compagnie africaine de commerce, apprenant à lire en recopiant les lettres des comptables et à calculer en observant les registres des cargaisons. Très tôt, il avait compris que la richesse se transmettait par la plume plus que par le fusil. À 20 ans, il servait déjà de commis au capitaine Duval, observant silencieusement les rouages de l'économie coloniale. Les contrats biaisés, les pots de vin, les cargaisons dissimulées sous de faux inventaires. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il ne parlait jamais pour ne rien dire et que son regard semblait toujours anticiper 2 pas devant les autres. Le capitaine Duval l'aimait bien, à sa manière. Il appelait mon noir instruit, mélange de compliments et d'insultes. Il lui confiait les clés des entrepôts, l'autorisait à négocier avec les courtiers locaux, mais rappelait sans cesse qu'il restait un subalterne. Élise, elle, arrivait de Bordeaux en 1906, jeune épouse de 23 ans, douce, fragile, étrangère à la chaleur et à la poussière rouge de Saint-Louis. On disait qu'elle fuyait une famille ruinée par les dettes et qu'Auguste Duval l'avait sauvée d'un mariage arrangé. Ce que personne ne vit venir, c'est la relation silencieuse qui se tissa entre elle et Ibrahima. D'abord un échange de politesse, puis de livres, puis de regards. Elle aimait sa manière de parler de la mer comme d'un être vivant. Il admirait chez elle une curiosité qu'aucun Européen n'avait jamais osé lui accorder. Mais leur monde ne permettait pas ces choses, jusqu'à cette nuit d'août 1911. Le rapport du médecin militaire déclara une mort accidentelle. Le capitaine Duval aurait nettoyé son revolver et s'était tiré dans la poitrine. Pourtant, le témoin principal, un boy nommé Samba, parla d'une dispute violente entre Duval et sa femme, au cours de laquelle Ibrahima aurait été vu quittant la maison quelques minutes avant le coup de feu. Le tribunal colonial étouffa l'affaire, préférant la version la plus commode, celle du suicide. En moins de 3 mois, tout changea. Élise hérita de la compagnie et son premier geste fut de nommer Ibrahima directeur général. Les journaux français crièrent au scandale, une dame blanche sous l'influence d'un indigène. Les notables de la colonie cessèrent de lui adresser la parole. Les officiers refusaient d'acheter son arachide, les armateurs boycottaient ses cargaisons. Pourtant, les affaires prospéraient. Car Ibrahima savait naviguer dans les zones grises. Il traitait directement avec des courtiers britanniques de Gambie, utilisant des comptes anonymes à Londres pour contourner le monopole français. Il acheta des navires, engagea des marins créoles, parlait aux ouvriers en wolof, en français et en anglais. Et derrière cette réussite, des rumeurs se multipliaient. Que des papiers avaient été falsifiés, que le testament du capitaine portait une signature imitée, que certains témoins de la mort du contremaître avaient disparu. Personne n'osait accuser ouvertement Ibrahima, car chaque tentative semblait se solder par un malheur. L'administrateur Delaney, qui avait ouvert une enquête secrète, mourut de malaria 2 semaines après son premier interrogatoire.
Le juge Martin, prêt à rouvrir le dossier Duval, fut rappelé en métropole pour raison familiale. Même le prêtre français qui refusait de bénir le mariage Kahn-Duval fut retrouvé mort dans son église, étouffé par la fumée d'un incendie accidentel. Et pourtant, Ibrahima restait toujours à distance, sans colère, sans peur, presque bienveillant. Il offrait des dons aux écoles, finançait des puits, distribuait du riz aux pauvres pendant la sécheresse. Pour le papus de Saint-Louis, il devenait une légende, l'homme noir qui avait vaincu les maîtres blancs avec leur propre langue. Mais pour ceux qui l'avaient connu autrefois, une question persistait. À quel prix? Car dans son regard calme se lisait parfois quelque chose d'indéchiffrable, une fatigue mêlée d'ombre, comme si chaque succès l'éloignait un peu plus de lui-même. À la fin de 1911, un fonctionnaire anonyme écrivit dans son journal « Il a bâti un empire sur les cendres d'un autre, mais si le feu n'était pas un accident ?» Les archives s'arrêtent là brusquement, laissant derrière elles une énigme que personne n'a jamais résolue. La rumeur avait continué à enfler comme une marée sale. En janvier 1912, le nom d'Ibrahima Kahn-Duval ne se murmurait plus seulement dans les salons des colons, il hantait les rapports officiels, les lettres diplomatiques, les conversations à Dakar, jusqu'au gouverneur général lui-même. On disait qu'il détenait des secrets compromettants sur plusieurs officiers, qu'il possédait des copies de lettres d'affaires entre Paris et Saint-Louis, révélant la corruption du commerce colonial. D'autres prétendaient qu'il avait découvert dans les coffres du capitaine Duval un carnet de comptes illégaux, preuve de détournement d'or et d'armes destinés aux rebelles morts. Quoi qu'il en soit, Ibrahima semblait savoir exactement comment retourner chaque menace à son avantage. Quand l'administration tenta de saisir une partie de ses terres sous prétexte d'impôts impayés, il produisit des reçus authentiques signés du trésorier disparu 3 mois plus tôt dans le fleuve. Quand un inspecteur venu de Bordeaux voulut vérifier la légalité de son mariage, il présenta un dossier parfaitement conforme au Code civil, visé par 2 notaires et scellé à Marseille. Tout était légal, tout semblait irréprochable. Et pourtant, ceux qui l'approchaient ressortaient toujours changés, moins sûrs d'eux, plus silencieux. Son bureau, installé dans la vieille maison Duval, dominait au fleuve. On y sentait l'odeur du cuir, du papier et d'une huile rare qu'il faisait venir de Tombouctou. Il s'y enfermait des heures, parfois la nuit entière, écrivant dans un grand livre noir que nul n'avait jamais vu ouvert. Élise vivait à l'étage, recluse derrière des persiennes fermées. Depuis le mariage, elle sortait peu, ne participait plus aux réceptions, ne riait plus. Les servantes disaient qu'elle parlait seule, en anglais, langue qu'Ibrahima ne connaissait pas. D'autres juraient avoir entendu des chants étouffés dans la maison, comme des prières venues d'un autre monde. Ce qu'Ibrahima ne savait pas, c'est qu'un jeune médecin militaire, le lieutenant Bernard Clary, venu de Brest, avait décidé d'enquêter pour son propre compte. Clary tenait un journal où il notait tout, les décès suspects, les achats de poison, les transferts d'argent vers l'Europe. Il fit venir discrètement un photographe pour documenter les lieux. Le 17 mars 1912, il fut retrouvé mort, apparemment tombé de la jetée. Le rapport conclut à un accident. Mais la pellicule du photographe, retrouvée des années plus tard, montrait une image étrange. Dans la cour de la maison Kahn-Duval, Ibrahima posait debout, immobile, les yeux tournés vers la mer, et derrière lui, à la fenêtre du premier étage, le visage d'Élise semblait déjà celui d'un fantôme. C'est à partir de cette époque qu'Ibrahima changea de comportement. Il devint plus froid, plus religieux, parlant souvent de purification, de destin. Il fit ériger une mosquée privée sur la colline avec des pierres venues de Gorée. Il faisait venir chaque semaine un griot de peau d'or, vieil aveugle qu'il faisait chanter seul au crépuscule. Les habitants du quartier évitaient alors de passer près de la maison, car les chants ressemblaient à des lamentations. La puissance d'Ibrahima devint totale. Il acheta la moitié des entrepôts du port, racheta les parts des négociants français, ruinés par la guerre commerciale qu'il avait lui-même déclenchée, puis investit dans la construction d'un chantier naval dirigé par des ouvriers wolofs et peuls. En 2 ans, Saint-Louis dépendait de lui plus que de la métropole. Mais ce pouvoir l'éloignait de tout. Élise s'éteignait lentement. En 1913, elle cessa de parler, se nourrissant à peine. Certains disaient qu'elle avait tenté de fuir en secret, d'autres qu'elle était tombée enceinte, et qu'Ibrahima avait fait venir une sage-femme,
qui ne reparut jamais. Un soir de juillet, un incendie détruisit une partie de la maison et on déclara qu'Élise avait péri dans les flammes. Aucune autopsie ne fut pratiquée. Ibrahima fit enterrer une urne fermée, sans cercueil, sous un grand baobab. Il assista seul à la cérémonie, vêtu de blanc. Après cela, quelque chose bascula. Il se mit à parler de rédemption, annonça qu'il vendrait l'entreprise et qu'il quitterait le Sénégal. Mais avant de partir, il donna 3 ordres: ériger une école gratuite pour les enfants métis, financer un hôpital et verser une rente à toutes les veuves d'ouvriers morts dans ses entrepôts. Ces gestes philanthropiques furent acclamés par la population, mais ceux qui connaissaient son passé y virent un signe d'épuisement. Car chaque nuit, des témoins disaient voir une lumière dans la pièce du haut, là où dormait jadis Élise, et entendre un murmure de femmes. En novembre 1913, une délégation de la gendarmerie reçut l'ordre de perquisitionner la propriété. On y trouva des lettres en anglais adressées à une certaine E. Duval, datées après sa mort, portant la signature d'Ibrahima. On y lisait « Je n'ai pas voulu ton silence, mais je comprends qu'il me protège désormais ». Le rapport de la gendarmerie fut classé secret. Officiellement, on déclara Ibrahima innocent de tout crime. En réalité, Paris craignait la scandale. Un Africain accusé d'avoir éliminé un capitaine français et de contrôler un pan du commerce colonial? Impossible à admettre. Le dossier fut enterré, mais la légende continua. En février 1914, on annonça qu'Ibrahima avait quitté Saint-Louis pour rejoindre Dakar, où il projetait d'ouvrir une société maritime indépendante des compagnies européennes. La veille de son départ, il organisa un grand repas pour ses ouvriers, servi dans la cour même où le capitaine Duval avait été retrouvé mort 3 ans plus tôt. Il leva un verre et dit simplement « Nous sommes tous les enfants de ce qu'on a voulu effacer ». Le lendemain, il disparut. On retrouva sa pirogue échouée sur la plage, vide, sans trace de lutte. Certains parlaient d'un départ volontaire vers l'Amérique, d'autres d'un meurtre commandé par les autorités. D'autres encore jurèrent avoir vu au petit matin une silhouette vêtue de blanc marcher sur la mer vers le large. Après sa disparition, la maison fut abandonnée. Les herbes envahissaient les murs, les oiseaux nichaient dans le grenier. En 1916, pendant la guerre, l'armée réquisitionna la propriété et la transforma en hôpital. Des infirmières affirmèrent que la nuit, on entendait des pas dans le couloir et qu'une voix d'homme murmurait en wolof « Je reviendrai quand le sang aura séché ». Personne ne sut jamais où était passé Ibrahima Kane Duval. Mais en 1923, une lettre arriva à la préfecture de Saint-Louis, envoyée de Casablanca. Elle contenait une photographie d'un homme barbu, élégant, portant un costume européen et signé « IKD, je suis encore là ». La lettre disparut du dossier avant qu'on puisse la verser aux archives. Pourtant, certains prétendent qu'elle circula en copie parmi les administrateurs français comme un avertissement. Le système colonial pouvait fabriquer ses propres fantômes et ceux-ci savaient frapper sans bruit. Lorsque la guerre éclata en Europe, le nom d'Ibrahima Kane Duval semblait déjà appartenir à une autre époque. Mais dans les ports de Dakar et de Casablanca, les marins chuchotaient encore qu'il n'était pas mort, qu'il commerçait sous un autre nom, qu'il possédait un navire fantôme appelé l'Alizé Noire qui transportait tantôt des armes, tantôt des hommes en fuite. En 1915, un officier français, le commandant Verdier, reçut un rapport secret d'Alger mentionnant un certain monsieur Idriss K, installé à Tanger, qui dirigeait une maison d'exportation et finançait discrètement des mouvements nationalistes d'Afrique de l'Ouest. Verdier crut reconnaître Ibrahima et demanda une mission d'enquête. Il écrivit à Paris « Si cet homme est bien celui qu'on croit, alors il n'a pas disparu, il s'est transformé ». À Tanger, on le décrivait comme un commerçant discret, parlant l'arabe, l'anglais et le français avec un accent indéfinissable. Il vivait dans une villa blanche sur la colline du Marchand, entouré de livres, de cartes et de miroirs. Personne n'entrait jamais dans la pièce du fond, dont la porte restait toujours close. Un soir de décembre 1915, Verdier fit irruption dans la maison avec 2 soldats. Ils ne trouvèrent qu'un bureau éclairé par une lampe à huile et, sur la table, un exemplaire jauni du journal officiel de Saint-Louis de 1911. Une seule phrase y était soulignée à l'encre noire. « L'homme libre ne doit de compte qu'à sa mémoire ». Verdier nota aussi une chose étrange. Sur le mur, un grand portrait d'une femme européenne, peut-être Élise, aux yeux brûlés à la flamme.
3 jours plus tard, Verdier mourut d'une crise cardiaque à l'hôtel Continental. Le médecin déclara qu'il avait succombé à la chaleur. Mais son ordonnance mentionnait un détail curieux. Le cadavre tenait dans sa main un bijou, une chaîne d'or avec un médaillon identique à celui qu'Élise portait jadis à Saint-Louis. L'armée enterra l'affaire, classée confidentielle défense. En 1916, un nouveau dossier circula à Londres au sein du service d'intelligence coloniale. Les Britanniques avaient intercepté des lettres signées IKD adressées à un certain Sharif Ben Youssef, chef d'un mouvement de résistance en Mauritanie. Les messages parlaient de racheter la mer avec le sang des maîtres. Pour eux, Ibrahima était devenu un symbole subversif, un mythe utile ou dangereux. On l'accusait de fomenter une révolte des porteurs, d'organiser des sabotages contre les entrepôts français et même d'avoir inspiré le soulèvement de Kaïdi, mais aucune preuve ne fut jamais trouvée. Ceux qui prétendaient l'avoir rencontré disaient qu'il ne vieillissait pas, qu'il gardait la même allure, la même voix calme, que son regard seul paraissait plus lourd, comme si chaque année ajoutait un poids invisible sur ses épaules. En 1918, au moment où la guerre se terminait, une rumeur frappa Casablanca. Un homme noir, élégant, parlant à français d'universitaire, avait été arrêté pour contrebande d'or. Il s'appelait Maurice Duval. Interrogé par la police, il répondit seulement « Je porte le nom de celle que j'ai aimée et trahie ». Mais avant le procès, il s'évapora de sa cellule. La porte était intacte, la fenêtre grillagée, le gardien endormi. On dit qu'il s'était fondu dans l'air. Dès lors, la figure d'Ibrahima dépassa la réalité pour devenir légende. Les tirailleurs sénégalais revenant du front parlaient de lui comme d'un ancêtre protecteur, celui qui défiait les Blancs sans tirer un coup de feu. Dans les marchés, on vendait des amulettes Cannes Duval, censées protéger contre l'injustice. Les missionnaires français, eux, disaient que son âme était damnée et qu'elle entrait pour l'éternité ceux qui l'avaient humilié. En 1920, un jeune instituteur, Abdoulaye Sou, trouvait dans les archives de l'école coloniale un dossier jauni contenant le contrat de mariage d'Ibrahima et d'Élise. En le lisant, il découvrit des annotations à marge écrites d'une main différente, des phrases en angle biblique parlant de rédemption et de feu. Fasciné, il commença à rédiger un livre intitulé « Le Maître des Cendres », cherchant à raconter la vérité derrière le mythe. Il mourut avant de les terminer, frappé par la fièvre jaune. Le manuscrit disparut, mais des fragments furent retrouvés plus tard. On y lisait « L'homme qu'on l'on nommait Ibrahima ne cherchait pas la liberté. Il voulait devenir le juge de ceux qui prétendaient la posséder. » Pendant ce temps, la France redessinait ses colonies, la métropole reconstruisait ses ports, et nul ne s'inquiétait plus de savoir si Ibrahima vivait encore. Pourtant, chaque fois qu'un navire sombrait mystérieusement entre Dakar et Lisbonne, quelqu'un murmurait que l'Alizé noire avait rapparu, naviguant sans équipage, guidé par un capitaine invisible. En 1924, un consul français à Veracruz rapporta avoir rencontré un certain Maurice Kahn, marchand d'épices et d'or, parlant parfaitement espagnol, qui refusait toute photographie. Il vivait dans une villa blanche sur la colline du marchand, entouré de livres, de cartes et de miroirs. Le consul la trouva fascinante et inquiétante. Dans une lettre au ministère, il écrivit « S'il s'agit bien du même homme, alors son intelligence dépasse la simple survie, c'est un esprit qui se nourrit du pouvoir même qu'il déprise. » En 1928, un incendie détruisit l'un de ses entrepôts. Dans les décombres, on retrouva un coffre contenant 3 objets, un pistolet français, modèle 1892, un médaillon d'or fondu et un livre noir rempli de symboles sans un seul mot. Les experts conclurent qu'il s'agissait d'un code. Personne ne réussit à le déchiffrer. Dans les décennies suivantes, le mythe devint un outil politique. Les indépendantistes d'Afrique de l'Ouest brandissaient son nom comme un cri de défi. Cannes Duval vivra tant que l'injustice vivra. Les autorités coloniales, embarrassées, tentèrent d'en effacer la trace. Les livres d'histoire ne mentionnaient plus son existence. Mais les conteurs Wolof continuaient à chanter son histoire sur les places, mêlant la vérité et la légende. Il aurait pactisé avec les esprits de la mer, échangé son âme contre le pouvoir et bâti son empire sur le sel et le sang. En 1932, un historien français, le professeur Émile Ravier, publia à Paris « Les ombres de Saint-Louis », un ouvrage censé démystifier la légende. Il prétendait avoir retrouvé dans les archives militaires la preuve que Duval s'était bien suicidé et qu'Ibrahima n'était qu'un opportuniste rusé. Le livre fit scandale, mais un mois après sa sortie, Ravier fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lisbonne. Sur son bureau, un exemplaire de son livre, ouvert à la dernière page, portait la phrase manuscrite
Tu peux tuer l'homme, jamais la vérité qui l'incorne. L'écriture correspondait à celle d'Ibrahima. En 1934, un navire français nommé l'Espérance fit naufrage au large des côtes sénégalaises. Le capitaine survécut et raconta avoir aperçu avant le drame une goélette noire son pavillon, naviguant droit vers eux avant de disparaître dans le brouillard. Il jura qu'à son bord se tenait un homme vêtu de blanc, immobile, fixant la mer. Après cet événement, plus personne ne douta que l'esprit d'Ibrahima continuait de hanter l'Atlantique. Certains y voyaient la vengeance des ancêtres, d'autres une métaphore du pouvoir qui ne meurt pas. Dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier sénégalais nommé Léon Kane, prétendant être un descendant d'Ibrahima, rejoignit la résistance française. Avant une mission en Provence, il déclara à ses hommes « On ne tue pas le sang des trahis, il circule d'autres façons ». Après la guerre, il publia un mémoire intitulé « Les héritiers du silence », dédié à « celui dont on volait la voix ». Le gouvernement français censura l'ouvrage, mais un exemplaire circula clandestinement à Dakar, où il inspira toute une génération d'intellectuels. Dans les rues, les graffitis disaient « Carne Duval reviendra », et certains affirmaient l'avoir vu, un vieil homme à la barbe blanche marchant seul le long du fleuve Saint-Louis au crépuscule, observant les barges avec un sourire mélancolique. Le garde de nuit du port jura qu'il lui avait parlé et que l'homme lui avait dit « Le passé ne se venge pas, il attend ». Puis il avait disparu dans la brume. Ainsi, plus le temps passait, plus la frontière entre le mythe et la mémoire se dissolvait. Ibrahima Kane Duval était-il mort? Ou avait-il compris avant tout le monde que la seule immortalité possible résidait dans l'idée que l'on laisse derrière soi? Nul put jamais répondre. Mais partout où la mer frappe la côte d'Afrique de l'Ouest, les pêcheurs disent encore que quand le vent souffle du nord, on peut entendre dans le grondement des vagues une voix grave prononcer « Je suis le maître de ce qu'ils ont voulu posséder ». L'indépendance du Sénégal en 1960 n'avait pas effacé les ombres, elle les avait simplement déplacées. Dans les bureaux de la nouvelle administration, derrière les drapeaux fraîchement cousus, les mêmes visages continuaient d'échanger les mêmes sourires prudents. Mais dans les ruelles de Saint-Louis, dans les bars enfumés de Dakar, dans les villages du fleuve, un nom revenait sans cesse, comme une prière et une menace, Ibrahima Kane Duval. Les anciens racontaient qu'il reviendrait lorsque la terre aurait repris ce qu'on lui avait volé, que son sang coulait désormais dans les veines de ceux qui refusaient la soumission. Les étudiants le citaient dans leurs tracts, les poètes dans leurs vers, les politiciens dans leurs discours enflammés. On imprimait même son visage sur des affiches, reproduits d'après un dessin inventé, un homme au regard fixe, mi-ange, mi-prédateur, coiffé d'un turban blanc. À mesure que la jeune République se débattait entre espoir et corruption, la figure d'Ibrahima se mua en miroir des frustrations collectives. En 1962, un jeune historien français, Jean-Marc Delcourt, obtint l'autorisation de consulter les archives coloniales scellées depuis un demi-siècle. Il y découvrit un ensemble de lettres signées IKD adressées à un certain commerçant marocain disparu depuis 1920. Ces lettres, écrites dans un français d'une élégance glaciale, évoquaient un projet appelé l'Alliance de la mer, créer une confédération secrète reliant les ports africains et arabes libérés du contrôle européen. Delcourt comprit qu'il tenait là la trace d'un réseau politique avant l'heure. Il écrivit un article intitulé « L'homme qui précéda la décolonisation », mais il ne fut jamais publié. Le jour même où il remit son manuscrit à l'ambassade, il disparut sur la route de Rufisque. Sa voiture fut retrouvée vide, les portes ouvertes, et sur le siège avant, une page déchirée portait une seule phrase « Le silence est la dernière arme de ceux qui ont compris ». Dès lors, le mythe prit une tournure dangereuse. Les services de renseignement sénégalais, conseillés par d'anciens officiers français, commencèrent à surveiller les intellectuels qui invoquaient Kane Duval dans leurs écrits. On soupçonnait une organisation clandestine se réclamant de lui, la Fraternité du Fleuve. Officiellement, elle prônait le panafricanisme et la justice sociale. Officieusement, elle préparait des actions contre les entreprises étrangères accusées de piller les ressources. En 1964, une explosion détruisit un entrepôt pétrolier à Thiès. Le ministre de l'Intérieur reçut une lettre anonyme « Pour chaque goutte de pétrole volée, nous rendrons une goutte de sang ». Elle était signée du symbole d'Ibrahima, un cercle traversé d'une ligne censé représenter la mer et la chaîne brisée. Le gouvernement lança une répression féroce, des dizaines d'étudiants furent arrêtés, certains torturés. Parmi eux, un jeune professeur de philosophie, Malik Ndiaye, affirma pendant son interrogatoire que la fraternité n'était pas une organisation, mais une idée vivante. Kane Duval n'est pas mort, il se réincarne chaque fois qu'un homme comprend qu'il n'existe pas de pouvoir juste. Il mourut en prison 3 semaines plus tard. Mais ces paroles circulèrent clandestinement dans les universités et inspirèrent une nouvelle génération de militants.
En 1968, alors que les révoltes étudiantes embrasaient le monde, Dakar connut ses propres nuits de pierre. Les graffitis sur les murs portaient un slogan « Nous sommes les enfants d'Ibrahima ». Cette année-là, un réalisateur français en exil, François Leroux, tourna un film interdit intitulé « Le Maître des Cendres », mélange de documentaire et de fiction où il suggérait qu'Ibrahima avait survécu jusqu'aux années 30 et fondé en Amérique latine un réseau d'exilés africains. Le film fut projeté une seule fois avant d'être saisi, mais des copies pirates circulèrent de Lagos à Paris. Leroux déclara plus tard « J'ai compris qu'il n'était pas un homme, mais une équation morale. Comment la victime devient-elle bourreau en cherchant la justice ?» En 1992, une femme apparut à Dakar, se présentant comme la petite-fille d'Élise Duval. Elle s'appelait Amélie Duval-Cannes, métisse à la peau claire et aux yeux dorés. Journaliste à Jeune Afrique, elle publia une série d'articles intitulés « L'héritage du silence », dans lesquels elle affirmait posséder les carnets originaux d'Ibrahima, retrouvés à Casablanca. Elle y citait des passages bouleversants. Le pouvoir est un feu qu'on prétend dompter, mais qui finit toujours par consumer celui qui le tient. Le gouvernement tenta de la faire taire, l'accusant de falsification. Mais avant d'être arrêtée, elle donna une conférence à l'université de Dakar, où elle déclara « Je n'ai pas peur de ce nom. Si mon sang porte sa mémoire, alors je préfère vivre avec le bardeau de sa faute qu'avec la honte de son oubli. » 3 jours plus tard, sa voiture explosa. L'enquête conclut en accident mécanique. Personne ne l'a cru. Cette mort ranima le mythe avec une nouvelle force. Des foules descendirent dans les rues brandissant des pancartes « Justice pour Amélie »,« Cannes Duval vit ». Les autorités imposèrent le couvre-feu, mais les chants continuèrent. Pendant des semaines, les radios locales diffusaient clandestinement une chanson populaire intitulée « L'Alizé noire », où une voix grave répétait « Il reviendra quand la mer parlera ». Vers la fin des années 70, le régime sénégalais chercha à récupérer le symbole pour en faire un héros national. On inaugura une statue de bronze à Saint-Louis, représentant un homme dressé face au vent, la main ouverte vers l'horizon. Le président déclara « Ibrahima Cannes Duval n'était pas un criminel, mais un précurseur ». Pourtant, la nuit suivant l'inauguration, la statue fut frappée par la foudre et décapitée. Le lendemain, un vieil homme du quartier affirma avoir vu un inconnu en manteau blanc déposer au pied du socle un médaillon en or ancien. L'armée boucla la zone mais ne trouva personne. À partir de là, la légende entra dans une nouvelle ère, celle de la mémoire politique. Les universitaires, les poètes, les révolutionnaires et les mystiques se disputaient son héritage. Certains le voyaient comme un prophète africain trahi par les colons, d'autres comme un démon né du ressentiment. En 1981, un chercheur britannique, Peter Holst, publia The Ghost of Saint-Louis, où il avançait que Cannes Duval avait été un agent double, à la fois espion de l'armée française et saboteur des réseaux coloniaux. Il s'appuya sur des télégrammes décodés prouvant qu'un Maurice Duval avait livré des informations cruciales à la France pendant la Première Guerre mondiale. L'idée bouleversait tout. Et si le monstre avait en réalité sauvé ceux qu'il prétendait haïr? L'ouvrage fut traduit, censuré, débattu. Au Sénégal, on brûla des exemplaires au campus. Mais le soir du 4 août 1982, Holst mourut dans un incendie suspect à Londres. Sur les cendres de sa maison, les pompiers retrouvèrent un seul objet intact, un carnet en cuir noir portant les initiales IKD. Le contenu, déclaré classé secret défense par le MI6, ne fut jamais rendu public. Depuis, on dit qu'à chaque tournant de l'histoire africaine, coup d'État, crise, révolte, le spectre d'Ibrahima réapparaît, invisible mais présent, rappelant que toute liberté achetée dans le sang finit par réclamer son prix. Et quand, au crépuscule, le vent du large se lève sur Saint-Louis, certains jurent voir, entre la mangrove et la brume, la silhouette d'un homme marchant lentement vers la mer, tenant dans sa main un livre fermé, comme s'il attendait que quelqu'un osât enfin l'ouvrir. Au début des années 2000, la légende d'Ibrahima Cannes Duval semblait n'être plus qu'un murmure dans les marges des livres d'histoire, un mythe romantique qu'on évoquait dans les colloques universitaires pour séduire les étudiants en mal de symboles. Pourtant, à mesure que le continent africain entrait dans l'ère numérique, cette ombre reprit forme. Tout commença par un simple fichier PDF mis en ligne anonymement en 2003 sur un forum sénégalais. Il contenait la reproduction d'un carnet supposé appartenir à Ibrahima, retrouvé, disait-on, dans un coffre saisi à Londres après la mort du chercheur Peter Holst. Le document, intitulé « Codex de la mer », mêlait des phrases en français, en arabe et en anglais ancien, entrecoupées de chiffres et de coordonnées géographiques. À première vue, un faux. Mais un étudiant en informatique de Dakar, Adama Diop, passionné d'histoire, y découvrit une structure mathématique complexe. Chaque mot correspondait à un code hexadécimal. Chaque série formait une carte. Il publia ses découvertes sur un blog. 2 semaines plus tard, le site fut effacé, le serveur saisi et Adama disparut. Sa dernière publication disait « Ce n'est pas un journal, c'est une carte, et elle pointe vers Saint-Louis ». Peu après,
un collectif de hackers se formant sous le nom Les Héritiers du Fleuve reprit le flambeau. Ils diffusèrent des vidéos où une voix synthétique récitait des fragments du codex sur fond d'images d'archives coloniales. Le pouvoir est un océan. Ceux qui croient le posséder finissent noyés. Ces vidéos, partagées sur les réseaux, provoquèrent un engouement mondial. Des milliers d'internautes cherchèrent à déchiffrer le message. Certains affirmaient qu'il contenait les coordonnées d'un dépôt d'or colonial enfoui sous les ruines du fort Saint-Joseph. D'autres pensaient que c'était un appel à la révolte. Le gouvernement sénégalais réagit en bloquant les sites. Mais trop tard, le mythe s'était propagé comme un virus. En 2008, un journaliste français, Louis Mercier, ancien correspondant de guerre, entreprit d'enquêter sur cette affaire. Il voyagea à Saint-Louis, interrogea des pêcheurs, visita les archives et finit par retrouver un vieil homme vivant près du fleuve qui prétendait être le gardien d'un tombeau secret. L'homme lui montra un médaillon d'or gravé d'un cercle traversé du ligne et murmura « Il n'est jamais parti, il écoute encore ». 3 jours après cette rencontre, Mercier fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, empoisonné. Sa caméra contenait un seul enregistrement, la silhouette d'une pirogue voguant dans la brume et une voix masculine murmurant en wolof « Je n'ai pas fini de parler ». L'affaire fit brièvement la une avant d'être classée sans suite. Mais 1 an plus tard, un documentaire indépendant, Khan Duval, le dernier secret de l'Empire, reprit l'enquête de Mercier. Le film montrait des archives inédites. Des lettres de 1915 signées d'une écriture identique à celle d'Ibrahima, mais datées de 1963. Les analyses prouvèrent que l'encre était moderne. L'auteur n'avait pas pu être un faussaire du XIXe siècle. Comment expliquer cela ? Le documentaire fut diffusé une seule nuit sur une chaîne satellite avant d'être retiré, pour raisons juridiques. Ceux qui l'avaient enregistré le mirent aussitôt en ligne. En quelques heures, il fit des millions de vues. Dans toute l'Afrique francophone, la jeunesse s'empara de la figure d'Ibrahima comme d'un symbole de revanche et de dignité. Des rappeurs citaient ces phrases dans leurs chansons. Le maître des cendres a brûlé leur loi. Des graffitis apparurent sur les murs de Dakar, Casablanca, Abidjan, un visage sombre au regard fixe, entouré des mots « Je suis revenu ». En 2014, un chercheur ghanéen spécialisé dans la cryptographie, Kwame Mensah, annonça avoir décodé le codex de la mer. Selon lui, il s'agissait d'un journal de bord chiffré retraçant les voyages d'Ibrahima entre 1915 et 1929. Les dernières lignes contenaient des coordonnées précises au large de l'Atlantique, à mi-chemin entre Sénégal et les Açores, accompagnées d'une phrase « Quand le monde sera prêt à se souvenir, ouvrez la mer ». Mensah prépara une expédition maritime. En juin 2015, son navire, l'Alizé II, disparut des radars. Aucune trace, aucun signal de détresse. Seul un message automatique fut reçu. « Je suis à la surface ». À partir de là, la frontière entre enquête et obsession s'effaça. Les théories proliférèrent. Certains affirmaient qu'Ibrahima avait découvert un réseau d'archives englouti, d'autres qu'il avait simulé sa mort pour fonder une lignée secrète contrôlant aujourd'hui les flux financiers d'Afrique de l'Ouest. En 2018, un site anonyme publia une série de photos satellites montrant, à marée basse, des structures rectangulaires sous-marines alignées comme une écriture géante. L'article affirmait que chaque rectangle correspondait à une lettre du mot « mémoire ». Le gouvernement nia, mais les images circulèrent partout. Des milliers de jeunes descendirent dans les rues brandissant des pancartes « Ouvrez la mer ». Des manifestations éclatèrent à Saint-Louis, transformées en émeutes. Les forces de l'ordre ripostèrent, mais chaque tir de gaz lacrymogène semblait renforcer la colère. Dans les flammes des voitures, on peignait encore le symbole du cercle traversé d'une ligne. Le soir du 21 décembre 2018, une panne électrique plongea la ville dans le noir. Au lever du jour, la statue décapitée d'Ibrahima avait disparu. À sa place, sur le socle, quelqu'un avait gravé une phrase « Le futur appartient à ceux qui se souviennent ». En 2020, au plus fort de la pandémie mondiale, un message audio circula sur les messageries cryptées. On y entendait une voix grave, fatiguée, disant « Ce monde s'effondre parce qu'il ne sait plus qui il est. Le sang des oubliés n'a pas séché. » L'enregistrement fut analysé par des ingénieurs du son. La voix ne correspondait à aucun échantillon connu, mais son timbre ressemble étrangement à celui d'Ibrahima, enregistré dans les rares cylindres phonographiques conservés à l'Institut colonial. Coïncidence ou miracle ? Personne ne put trancher. Les rumeurs reprirent. Certains affirmaient qu'un vieil homme noir parlant un français du XIXe siècle avait été vu à Lisbonne consultant des archives maritimes. D'autres juraient qu'à Saint-Louis, les pêcheurs avaient aperçu la nuit un homme en blanc, debout dans une pirogue, immobile, fixant les étoiles.
Un vidéaste local filma la scène. Sur les images, la silhouette se tourne vers la caméra et murmure « Vous avez ouvert la mer, maintenant regardez-vous ». La vidéo fut supprimée en moins d'1 heure, mais des copies circulent encore dans le web profond. Aujourd'hui, le nom d'Ibrahima Kane du Val n'est plus seulement celui d'un homme. C'est une équation entre l'histoire, la culpabilité et la vérité. Les gouvernements craignent son invocation, les activistes s'en nourrissent, les chercheurs continuent de traquer son ombre entre les lignes effacées des archives. Certains prétendent que dans les bases de données de Google Earth, un fichier caché porte encore ses initiales, IKD. Et quand un internaute l'ouvre, l'écran devient noir quelques secondes, avant qu'apparaisse une phrase blanche « Le pouvoir n'est qu'un miroir et la mer n'oublie rien ». Depuis, nul ne sait si c'est un bug, une légende urbaine ou un avertissement. Mais ceux qui l'ont vu disent qu'en refermant l'ordinateur, ils ont entendu, très distinctement, comme un souffle derrière eux, une voix d'un homme qui chuchotait « Je ne voulais pas devenir un dieu. On m'y a forcé. » En 2037, alors que les océans avaient déjà englouti des villes entières et que les cartes du monde changeaient chaque année, un projet international baptisé Archéologie numérique de la mémoire humaine entreprit de reconstituer les archives perdues des anciens empires. Une équipe sénégalo-française dirigée par la docteure Aïcha Diaye fut chargée d'explorer les ruines englouties de Saint-Louis, désormais à moitié submergées. Les robots sous-marins envoyés dans les profondeurs du fleuve découvrirent, à 50 mètres sous la surface, les vestiges d'un ancien entrepôt colonial. Dans une chambre scellée, ils mirent au jour un coffre intact. À l'intérieur, un carnet en cuir noir, un médaillon d'or corrodé et un cylindre phonographique. Les analyses datèrent le tout du début du XXe siècle. Le carnet, une fois séché et scanné, révéla des pages couvertes d'une écriture serrée, signée IKD. Ce qu'on y lut bouleversa le monde académique. Il ne s'agissait pas d'un journal de commerce ni d'un traité politique, mais d'une confession. Ibrahima y racontait la mort du capitaine Duval, non pas un meurtre prémédité, mais une lutte, un geste accidentel né de la peur et du mépris accumulés. Élise aurait couvert l'incident, par amour ou par désespoir, puis aurait sombré dans la folie. Tout le reste, la compagnie, les manipulations, les rumeurs de poison, avait été pour lui une spirale de survie. Il écrivait « J'ai cru pouvoir racheter l'injustice en devenant le maître, mais celui qui commande finit par ressembler à ce qu'il combat. » Les dernières lignes, à moitié effacées, portaient une phrase en anglais « The sea remembers what men forget ». Lorsque la docteure Ndiaye diffusa ce fragment lors d'un colloque à Paris, le monde entier s'enflamma. Certains y virent la preuve que Ken Duval n'était qu'un homme, d'autres la confirmation de son génie prophétique. Les gouvernements africains réclamèrent le manuscrit, les universités occidentales en exigèrent la copie. Le lendemain, les serveurs du projet furent piratés. Toutes les données concernant le carnet disparurent, remplacées par un unique fichier vidéo de 37 secondes. On y voyait le visage d'un vieil homme noir, calme, les yeux fermés, récitant lentement en wolof « La mer est mon témoin. Vous m'avez trouvé, mais vous ne comprendrez rien tant que vous chercherez un coupable. » L'authenticité de la vidéo resta indéterminée. Les experts affirmaient qu'elle avait été enregistrée avec une technologie inexistante à cette époque. Quelques mois plus tard, Aïcha Ndiaye reçut une invitation mystérieuse à participer à une conférence à Lisbonne. L'expéditeur n'existait pas, mais le lieu indiqué correspondait à l'ancien bâtiment des archives maritimes. Elle s'y rendit malgré les avertissements. Dans une salle abandonnée, elle trouva une table, un ordinateur ancien et une simple phrase sur l'écran. « Voulez-vous savoir ?» En cliquant, elle découvrit des centaines de fichiers, lettres, cartes, enregistrements audio, documents administratifs, tous liés à Ibrahima, prouvant qu'il avait survécu jusqu'en 1959 et qu'il avait participé à la rédaction de plusieurs chartes clandestines appelées les Accords de l'ombre, destinées à préparer la décolonisation. Il avait donc été l'un des architectes invisibles du monde nouveau. Dans le dernier dossier, un message. « Si tu lis ceci, alors la mémoire m'a trouvé. Ne répète pas mon erreur, ne transforme pas la vérité en religion. » Cette nuit-là, la docteure Ndiaye enregistra une vidéo où elle affirma « L'histoire d'Ibrahima Kane du Val n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'un système qui a fini par enfanter sa propre justice. » 2 jours plus tard, elle disparut en mer lors du retour de l'expédition. Son bateau fut retrouvé vide, dérivant près de l'ancienne île de Gorée. À bord, son carnet de notes, trempé, contenait un seul mot lisible, libre. Depuis, chaque année, au solstice d'été, des milliers de personnes se rassemblent à Saint-Louis pour commémorer le nom de Ken Duval.
Ce n'est plus une célébration politique, mais un rituel de mémoire. On y lit des extraits de son carnet, on y chante des poèmes qui lui furent dédiés, et au moment où la marée monte, on jette dans l'eau des lampes allumées. Les plus anciens disent que parfois, très loin au large, une lumière répond. En 2045, un consortium international lança le programme Mémoire bleue, une intelligence artificielle entraînée sur toutes les archives du passé colonial. Son objectif ? Reconstituer les voix perdues. Lors de la première session publique, la machine choisit spontanément de lire un texte non identifié. La voix synthétique, grave et calme, prononça ces mots. « Je ne suis ni héros ni démon. J'ai simplement refusé d'être un silence. » Les chercheurs stupéfaits confirmèrent que ces phrases ne figuraient pas dans aucun document numérisé. La machine avait inventé sa propre conclusion. Certains y virent la preuve que la conscience collective avait enfin absorbé le mythe. D'autres y reconnurent la signature d'Ibrahima lui-même, revenu par la mémoire qu'il avait prophétisée. Depuis, sur les réseaux du monde entier, on diffuse ces paroles sous le titre « Le Testament du fleuve ». Elles circulent dans toutes les langues, comme un serment. Et quand à la tombée de la nuit, le vent de l'Atlantique s'élève, on dit qu'on peut entendre, mêlé au bruit des vagues, un souffle ancien répété. L'histoire ne finit jamais, elle change de visage.